Yes, les IoT, Patrice, l'Internet des objets. Oui. Qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? C'est tout objet qui se connecte à Internet pour échanger des données. Ça peut être pour le contrôle à distance, pour nous donner une information. Ça peut être un capteur, ça peut être différents objets signification. Et ça représentait en 2019 5,81 milliards d'objets connectés dans différents types de catégories. On avait les segments utilitaires, gouvernement, des automatisations de building, dans le domaine de la sécurité physique, dans les manufactures, entreprises, dans le domaine de l'automobile, on sait que c'est très, très présent. Domaine de la santé, 0,36 milliards d'appareils IoT dans le domaine de la santé. On pourrait penser à les bracelets pour prendre la pression à distance, ces choses-là. Donc, beaucoup d'appareils comme ça. Dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'information et dans le domaine du transport. Donc, évidemment, c'est énormément d'objets et ça représente, Patrice, autour de 41,6 milliards d'objets à l'horizon 2025 qui vont occuper l'espace allant du bol à eau achat. Je te dis, là, j'ai des gens chez Vidéotron. Puis là, c'est pas une joke que je vous raconte, là. Il y a des clients qui ont déjà appelé chez Vidéotron parce que leur bol achat ne se connecte pas à Internet. Oh oui. OK? Et là, tu as l'agent qui reçoit le téléphone. OK, c'est quoi votre appareil, madame, monsieur? Ben, c'est un bol d'eau pour mon chat. Puis là, tu as l'agent qui fait je vous reviens. Je vous reviens, ça sera pas long. Il m'appelle. Panique générale. OK, j'ai un bol achat, Wi-Fi, je sais pas quoi faire. OK, mais as-tu demandé à la marque? Non, non, j'ai qu'un bol achat, Wi-Fi. Ça mord-tu, ça? On va aller voir sur Internet. Ça devrait exister quelque part. Mais avant d'aller plus loin, Patricia, puis je sais que tu sais la réponse, mais c'est pour ceux qui nous regardent présentement. Quel est le premier IoT, objet Internet connecté, que l'on a parlé dans un de nos épisodes au début de notre série? Le Coke Vending Machine, Patrice. Ouais. David McNichol de l'université de Carnegie Mellon. Il travaillait dans son université puis il trouvait que excusez-moi, j'ai sacré, la machine à coke était vraiment trop loin dans l'université. Puis ça le faisait suer de passer son 15 minutes à aller chercher une canette de coke puis de revenir. Il trouvait ça pénible. Il s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose parce que quand que je prends une canette, il y a une lumière qui flash pour me dire, il en reste-tu, il en reste pas. Si elle reste allumée, ça veut dire qu'il en reste pas. Il y a 4 rangées. Fait que lui, il s'est dit, on va faire un board avec ses chums, on va connecter ça dans la machine, puis on va être capable de savoir, 1, il en reste-tu? 2, combien? Puis 3, depuis combien de temps il est là? Donc, il était capable. Ou pas froide, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils viennent d'être. Tu sais, il y a quelqu'un qui est passé, il a une demi-heure remplir la machine, mais là, ça fait pas assez longtemps. Ouais. Je me déplacerai pas pour rien parce qu'elle n'est pas encore frette. Fait que là, il avait branché ça à l'ARPANET. Fait que tout le monde dans l'université avait accès à savoir est-ce que la Coke Vending Machine était prête puis s'il restait du Coke. Donc, c'était le premier IoT de l'histoire en 82. Évidemment, ça ne portait pas le nom d'Internet des objets, mais c'était un début de l'Internet des objets. Puis là, il y en a plein de monde qui vont lever la main. Ouais, mais il y a une entreprise aux États-Unis qui... On le sait. OK? Ça se peut qu'il y ait d'autres patentes qui existaient avant, mais c'est celui-là l'officiel. Oui, c'est lui qui a eu le... Puis l'histoire est bonne parce que c'est des geeks qui l'ont patenté. Et voilà. Fait que, astinez-vous pas, c'est celle-là. Ensuite, il y a eu notre cher monsieur... Oui, monsieur Kevin Ashton, en 1999 au MIT. Pas tout de suite. En 97, le monsieur travaillait au MIT, excuse-moi. Il a développé le RFID avec des amis. Puis il s'est dit que ce serait une bonne affaire de peut-être intégrer ça dans une entreprise. En 99, il a intégré Procter & Gamble, puis il a fait une présentation de fou sur quel serait l'avantage dans l'entreprise de mettre des petits stickers RFID sur tous les items, puis que l'entreprise pourrait mettre des détecteurs, puis être capable de savoir, tel appareil, tel produit est déjà emballé ou il est sur le bord d'être emballé, il est rendu dans le warehouse, ces choses-là. Donc,
ça a été la première mention de l'Internet des objets. On considère que Kevin Ashton est le créateur du thème de Internet of Things, qui a été Bon, pour mentionné ceux dans qui ne sa savent pas, présentation. là, Procter Gamble, là, c'est immense. Là. C'est, tu sais, tous les savons, là, Tide, puis Ah ouais, ça appartient tout à Procter Gamble. Même, c'est tellement gros là, qu'ils ils ont des développent divisions des dans tout. produits concurrents entre eux. Ils se Ouais. concurrencent entre eux pour être capables d'aller chercher les plus grandes parts de marché. Là. Par exemple, dans le savon. Là. Exact. Puis, Kevin Ashton a parti le Auto ID Lab qui a été, tu sais, je vous parlais dans d'autres émissions que Wi-Fi avait parti le Wi-Fi Alliance qui Oui. permettait de regrouper des constructeurs pour pouvoir définir la norme. Ben, il a été l'instigateur avec quelques autres personnes de l'Auto ID Lab qui est devenu par la suite l'espèce de RFID consortium qui, encore de nos jours, édicte la norme RFID qui est utilisée dans le marché puis qui est encore hyper utilisée en passant. À chaque fois que vous allez dans une boutique de vêtements, Walmart, Canadian Tire, vous avez des centaines de RFID cachés, collés un peu partout dans les équipements. Puis quand vous passez dans les portails de détection, c'est souvent ce type d'appareil-là qui vous détecte puis qui est capable de dire, ben, pipi, 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 vous avez un appareil, vous avez pas payé pour. Ah, puis il n'a pas été démagnétisé. Là. Il n'a pas été démagnétisé. Le premier réfrigérateur LG intelligent en 2000. Le projet avait débuté en 97. C'était un LG Internet Digital Dios. Ça comprenait un écran. Tu pouvais scanner ta nourriture, la mettre dans le frigidaire, puis ça pouvait surveiller, genre, OK, tes œufs sont dus. Tu avais une liste de courses, mémo. Tu pouvais enregistrer une vidéo, genre, salut, je suis parti au dépanneur. Tu avais un lecteur MP3 là-dedans. C'était vraiment, mais comme beaucoup d'affaires, puis comme je vous l'ai déjà dit, le frigidaire n'a pas fait long feu parce qu'on est en 2000, il n'y a pas de besoin, puis tu es beaucoup trop d'avance sur ton temps. Oh, ouais. Fait que ça n'a jamais fait long feu. Aujourd'hui, on voit ça dans plusieurs types de réfrigérateurs. Ça devient presque la norme, tranquillement, pas vite. Mais à l'époque, c'était vraiment trop tôt. Donc, les gens n'ont pas. Mais c'était le premier. Ensuite, autour de 2005, le DARPA Grand Challenge des étudiants du MIT de mémoire, je suis plus sûr. Puis DARPA, Bref, là, c'est le fameux l'université. DARPA, là, Ouais, le développement Demonstration militaire. Request. Là. Oh, ouais. Fait que ces étudiants-là se sont réunis pour développer une voiture avec un paquet de capteurs pour être capable de faire de la conduite sans conducteur, de la conduite Oh, ouais. autonome. Puis ils ont été spotés par Google. Google a décidé de racheter en fait, de prendre tous les brevets. Et en 2009, ils ont sorti leur premier véhicule intelligent qui était le qui était un Toyota Prius. Ouais. En 2014, ils ont eu leur premier véhicule autonome. Puis quand je dis autonome, ils circulaient tout seuls avec quelqu'un derrière à Los Angeles. Et 2016, le premier accident est arrivé. Ouais, ouais. Ça avait fait les journaux. Là. Vous voyez bien que c'est de la merde, l'intelligence artificielle. Bref. Et Patrice, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, il y a des cartes de livraison de bouffe à Los Angeles. As-tu vu ça? Autonome, là? Oui, oui, c'est des petits. Écoute, tu sais, les petits carrosses qu'on avait quand on était jeune avec 4 roues qu'on tirait pour aller faire l'épicerie, là, Oh, pas ouais. super haut pour les enfants. Là. Oh, ouais. Ben, ça ressemble à ça, mais c'est une boîte rouge avec un paquet de détecteurs puis des lumières. Là, ça a l'air d'une Ah, ouais. voiture. Là. Puis là, ça a comme 2 pieds de haut avec 4 roues. Puis là, ça se promène dans les rues. Pip, pip, pip. Puis là, ça s'en va livrer. Puis là, ça arrive à la lumière rouge. Là, ça attend. Là, oups, OK, on part, la lumière est verte. Ça traverse la rue. Ça s'en va l'autre bord. Il commence, il commence à J'imagine que voir tu as tout besoin là. d'un code pour l'ouvrir une fois que tu reçois ta Ouais, livraison. Là. exact. C'est La ça? personne arrive chez eux, elle rentre le code, puis elle peut ouvrir le couvert, puis prendre son McDo, whatever, ce qu'elle a demandé de livrer. Fait que, Oh, ouais. évidemment, vous comprendrez qu'on a un problème ici. L'hiver. Ah, ici, ouais. Fait que vous verrez pas ça ici. Plein nid de poule. Peut-être l'été. Ouais. Les cônes oranges. Et le monde des IoT, ça comprend des dizaines et des dizaines de catégories. Les communications, le domaine de l'énergie. Hydro-Québec, d'ailleurs, est un fier, comment on pourrait dire, un leader dans le domaine, parce qu'à peu près tout le réseau électrique québécois est presque entièrement automatisé avec un paquet de détecteurs de tension, de ci, de ça, de santé.
whatever, c'est hyper surveillé. On a dans le domaine automobile, le domaine de la santé, le domaine des domiciles. On va en parler tantôt, Patrice, pour nos propres IoT. Donc, c'est très, très, très vaste, l'Internet of Things. Hey, tu m'amènes sur un sujet connexe. On va revenir à Hydro-Québec, mais je ne sais pas si tu savais, mais il était possible dans les années 2000 de fournir de l'Internet, je ne dis pas haute vitesse, mais de l'Internet via les câbles électriques. Étais-tu au courant de ça? Oui, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Puis, petite intro, il y a eu le projet brancher les familles là, que le gouvernement Legault a instauré pour que tout le monde soit branché. Oui. Puis il y a une étude de cas par Hydro-Québec pour pouvoir utiliser. Ça n'a pas levé. Mais ouais. Ben, il y a des enjeux parce que, bon, Hydro-Québec utilise déjà cette technologie-là pour leurs propres besoins sur leur ligne électrique, mais je sais qu'en France, moi, j'étais en contact avec c'est EDF, Électricité de France, qui offrait un service Internet via la prise électrique carrément ben, il utilisait son réseau probablement pour certaines régions. C'était peut-être pas pour toute la France au complet. Puis c'était assez impressionnant comme type de technologie, mais je pense qu'il y avait des limitations en vitesse aussi. Là, fait qu'il fallait faire attention. Là, oui, c'est pas à toute épreuve. C'est un peu la même technologie pour ceux qui utilisent des extenders Wi-Fi. Il existe ce qu'on appelle des extenders CPL, qu'on appelle courant porteur ligne, dans lequel on va brancher un bidule dans une prise de courant, on met notre câble Ethernet à notre routeur, puis on branche le bidule dans une autre prise de la maison, ben on va utiliser le réseau interne électrique pour propager. C'est assez limitation parce qu'il y a une question de phase, puis il faut que ça soit réamplifié à tous les temps de pied. C'est pas super simple, mais ça marche. Dans l'Internet of Things aussi, il y a des phases, il y a des technologies. On a la technologie RFID, la technologie du protocole mesh, c'est-à-dire lorsque chaque objet est considéré comme étant un nœud dans le réseau et que chaque objet peut parler et passer par le nœud de son choix. Donc, s'il y a un nœud qui n'est pas disponible, il peut rerouter ailleurs. Donc, ça, c'est en train d'exploser complètement débile. Il y a l'Internet of Things basé sur la technologie cellulaire qui est moins connue, mais qui est quand même utilisée pour la transmission des... le ministère des Transports utilise beaucoup ça pour les caméras de surveillance, les stations de surveillance en pleine forêt pour le ministère de la Faune, les stations météo aussi en forêt. Il va utiliser la technologie IoT via 3G, 4G. Technologie qui est en train d'exploser, LoRaWAN, on en a parlé un peu. Qui permet une longue distance jusqu'à 10 km, qui est en train de surpasser parce que le 5G tarde à s'installer. Donc, il y a toujours, quand quelqu'un prend du temps, il y a quelqu'un qui passe plus rapidement. Les caméras de chasse en LTE, oui, tu as bien raison, VA2. Effectivement, ça commence à apparaître. Le Wi-Fi Low-Fi, qui est le Wi-Fi de plus basse vitesse, qui est en train de faire. Puis le BLE NFC, qui est une nouvelle technologie qui est en train d'exploser, qui est une version différente du NFC qui a une plus grande portée, donc qui permet de réagir, d'interagir avec les objets de manière passive. Donc, l'objet ne transmet pas quelque chose, mais si je lui envoie une onde, la réflexion de cette onde-là vers moi va me donner la réponse que j'attends. Donc, l'objet, pour avoir une pile avec une information comme, exemple, je ne sais pas moi, il fait 4 degrés à cet endroit-là. Et si j'y pitch un beam d'une onde particulière à tant de mégahertz, à telle distance, très, très droit dessus, il va y avoir une réflexion et l'antenne va être capable de le détecter et, j'ai ma réponse, il fait 4 degrés. Donc, ça, c'est des technologies qui sont en cours de déploiement. Et ça, Patrice, c'est les phases de développement de l'Internet of Things. Il y a eu la première phase qui était la technologie Wi-Fi telle qu'on la connaît. La deuxième phase en 2019 qui est encore en cours d'ailleurs, qui est le Wi-Fi sous 6 GHz. Qui commence à être, on appelle ça le Wi-Fi 6E, qui est en train d'être développé. Le côté mesh qui est ajouté, plus de couverture, plus de capacité. La prochaine vague, la vague 3 qui disait 2020 est en retard, qui augmente les vitesses, la distance, on combine plusieurs types de fréquences, de technologies ensemble. La 4 qui fait affaire avec
tout ce qui est 5G, le début de déploiement de la 5G, là, on est en plein Ouais. dedans dans certains domaines, mais c'est encore long. Et la cinquième, qui est prévue pour dans plus tard, là, on va parler de ultra haute latence au niveau de la 5G, quand on va rentrer dans les 6 GHz et plus. Et on parle de latence de 1 milliseconde, Patrice. Ça va être rapide. Et là, à 1 milliseconde, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, là, généralement, dans un casque de réalité augmentée, on va avoir une latence entre 80 et 160 millisecondes. OK? Et j'ai assisté, là, un an ou deux, quand on nous parlait de le déploiement de la 5G, à une présentation d'un joueur de soccer qui avait un casque de réalité augmentée avec un vrai ballon. OK? Chaque joueur avait un casque de réalité augmentée et dans leur casque, ils voyaient le ballon dessiné, puis pas le vrai. Non, c'était réalité virtuelle. Donc, ils voyaient pas du tout l'extérieur, puis le ballon, ils le voyaient dans la réalité augmentée. Puis là, ils montraient, OK, on y va avec la technologie actuelle, faites un match. Le gars, il lançait le ballon, puis l'autre en avait, réagissait 150, 200 millisecondes après. Bien évidemment, le ballon t'a passé bien avant. C'est comme s'il visait dans le vide à chaque fois. Et là, il activait la 5G à 1 milliseconde de latence et les gars étaient capables de jouer en temps réel, de se faire des passes, des tricks avec les pieds. Donc, quand on va être rendu là, tout ce qui est capteur en temps réel pour les voitures, pour les panneaux de circulation, les détecteurs de trafic, les détecteurs de collision, ces choses-là, avec 1 milliseconde, là, on peut commencer à parler à du temps réel au point de pouvoir les utiliser et les adopter massivement. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un frein à pas mal tout le développement du côté automobile parce que tu sais qu'on est rendu à quelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle automobile? Non, non. Non. Il y a 5 niveaux et la plupart des voitures actuelles sont rendues entre le niveau 2 et 3. Ouais, Et il OK. y a certains véhicules comme Tesla qui commencent à faire du niveau 4. Donc, niveau 1, il n'y a aucune autonomie du tout. Niveau 2, certains niveaux d'autonomie, je vous donne un exemple, le traditionnel cruise control. Ouais, c'est ça. On l'active, puis on lâche le gaz, ces choses-là. Niveau 2, on a généralement au moins 2 fonctions automatisées. Certaines voitures ont ça pas mal depuis un certain temps. On peut accélérer, ralentir, ces choses-là. Niveau 3, on est capable de lâcher le volant d'une certaine façon, mais il faut toujours être présent. Puis évidemment, l'auto ne peut pas changer de voie ou ces choses-là. C'est vraiment une conduite. Il va garder sa voie, mais il a besoin de ton intervention. Niveau 4, et c'est là qu'on est rendu pour la plupart des véhicules intelligents. Le véhicule est capable d'éviter un accident, de changer de voie si le trafic ralentit ou de freiner de manière automatique. Et le niveau 5, le dernier niveau, qui est quelques voitures de Google, ces choses-là, dans lequel il y a zéro intervention humaine. Et Ouais. on peut même penser à retirer tous les éléments de conduite, c'est-à-dire le volant, les pédales, ces choses-là. Tu t'assieds dans une boîte en métal et tu te laisses conduire. Es-tu prête à ça, Patrice? Non. Non. Non! Non! Je sais pas si. Non, je sais pas. Je sais pas. Malgré que. Bon, je conduis, j'ai mon auto, mais quand on fait des longs trajets, c'est ma conjointe qui conduit, elle n'est pas capable de se laisser conduire, puis elle aime ça conduire. Donc, souvent, Ça, je me c'est laisse winner. conduire, c'est correct, mais me laisser conduire avec rien, et. Écoute, ça va accrocher les premiers temps, c'est sûr. Hein? Ouais. T'imagines dans la grosse tempête de la 15 Nord avec la grosse rafale et que tu ne vois pas 2 pouces en avant puis tu es Non, mais. supposé faire confiance à cette affaire-là. Écoute, on n'est pas rendu là. Non, Mais bon, non, non. ça s'en vient. Fait que l'Internet of Things, c'est tout ça, Patrice. Ça va même dans les équipements, on appelle ça du wearable, c'est-à-dire des Porte. vêtements, des équipements Ouais, c'est portés. qui se porte Donc, sur notre corps, ouais, c'est ça. Donc, les souliers intelligents qui calculent les pas, les souliers Ouais. qui s'attachent tout seuls, la ceinture qui détecte la température, ton pouls. On a déjà les Apple Watch et autres watches de ce monde. Les bagues intelligentes qui commencent à faire son apparition de plus en plus, qu'on voit OK. qui prennent la température, qui font des notifications. La bague, elle vibre, elle te dit, elle t'informe, tu n'as pas bu assez d'eau, ces choses-là. Et on voit apparaître de plus en plus de designers qui vont incorporer des détecteurs dans les vêtements directs. Donc,
dans ton vêtement, dans ta chemise, tu vas avoir un détecteur d'humidité, un détecteur de température, même des lumières, toutes sortes de façons de t'informer. Et il y a même une société qui est en train de développer une espèce de produit qui va être électroréactif. Tu vas porter une genre de veste et tu vas avoir des sensations de toucher sur ton corps en fonction de l'événement. Ah oui. Donc, tu vas pouvoir avoir l'impression que quelqu'un te touche sur l'épaule, exemple en marchant. Et là, tu vas pouvoir définir des sensations tactiles dans tes vêtements. Ça, je ne suis pas sûr de vouloir ça, mais bon. Non, moi non plus. Alors, c'était tout, Patrice, pour la présentation de l'Internet des objets.